Ça reste entre nous, le podcast qui décrypte les tendances du digital learning. C'est le 10e épisode aujourd'hui, 10e épisode que l'on enregistre sur le salon Solutions Ressources Humaines e-Learning Expo, si je dis pas de sottises. Et on va vous dire tout ce que l'on peut vous dire dans le temps imparti sur un instrument de travail absolument remarquable. Ce sont les Learning Battle Cards. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir... Sylvain Vacarès. Qui es-tu, Sylvain ? Moi, je suis un spécialiste de la formation digitale et donc je suis le traducteur et le distributeur en France des Learning Battle Cards. Pour ton propre compte, de ta structure qui s'appelle Learning Salad. Learning Salad. Oui. Learning qui raconte pas des salades. Pardon, c'était la blague qu'il fallait pas faire. On a dû te la faire 100 fois. Non, pas du tout. Non. Voilà, ça y est, j'alimente ma réputation de lourdingue. Et puis Christian Martin. En France, on me présente le vocable expert en ingénierie de formation. Et en Allemagne, on me présente comme learning coach. Et je suis ambassadeur des Learning Battle Cards en Allemagne, où je vis depuis 4 ans. Ok. En guise un peu d'introduction, mardi matin, alors que le salon, lui, s'ouvrait mardi après-midi, vous avez animé une petite session pour laquelle vous aviez lancé donc des invitations via les réseaux sociaux. 2 mots à ce sujet, justement, sur le déroulement de cette journée et la raison, finalement, peut-être pour laquelle vous le faisiez ce jour-là. Alors, on l'a fait en avant-première en fait par rapport au salon en fait, parce que le salon démarrant l'après-midi en fait, on s'est dit qu'on pouvait occuper utilement la matinée des gens qui allaient venir au salon. Et l'idée, c'était de leur proposer surtout une expérience en fait de jeu, puisqu'on va parler des Learning Battle Cards tout à l'heure, mais il s'agit bien d'un outil avec lequel on joue en fait pour concevoir. Et donc l'idée, c'était de leur faire vivre cette expérience de jeu pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes de ce que ça pouvait amener comme potentiel. Et vous l'avez animé à 2. C'est une expérience donc de jeu, tu as dit. Donc revenons finalement à la question que j'aurais pu poser en amont, avant que tu ne trahisses justement une des identités de ces cartes, parce que j'imagine qu'elles sont plurielles probablement aussi, même si ça reste un jeu, et je ne trahis pas plus que ça. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est exactement que ces Learning Battle Cards ? Parce qu'il y a plein de monde qui ne sait pas du tout ce que c'est. Voilà. Alors moi, ma présentation des Learning Battle Cards, c'est un jeu de cartes et le terrain de jeu est l'espace d'apprentissage, le process d'apprentissage. Donc en fait, les Learning Battle Cards, c'était un prétexte, comme tu le disais, à la communication au sein d'un groupe projet pour définir un processus d'apprentissage. L'ensemble des cartes, je vais peut-être redonner la parole, c'est un certain nombre de méthodes pédagogiques. Combien ? L'ensemble des cartes, combien ? Il y en a 108 différentes à l'intérieur du jeu. Et donc l'idée, c'est de caractériser soit des méthodes, soit des objets, en fait, qui peuvent être utilisés dans un contexte de formation. Et donc les cartes les décrivent de manière assez précise en termes d'utilité, mais aussi en termes de granularité, en termes aussi d'usage en fait. Est-ce que c'est informel, formel ? Est-ce que c'est des activités de groupe ou des activités plutôt en autonomie, etc. Et puis il y a aussi des éléments qui concernent en fait l'efficacité d'apprentissage, des éléments qui concernent les efforts pour le formateur à mettre en œuvre cette activité, par exemple. Et puis aussi ce que ça pose comme problème ou ce que ça présente comme avantage pour l'apprenant lui-même en fait. Donc l'idée de ces cartes, c'est de disposer d'un deck comme ça, de 108 cartes, et après on va jouer des scénarios qui sont des scénarios dont l'objectif pour le groupe qui va jouer avec est de construire finalement un dispositif de formation ou une partie d'un dispositif de formation tout en jouant avec un certain nombre de règles précises que l'on peut faire varier puisqu'on peut imaginer évidemment des tas de scénarios. Vous avez présenté en quelques mots effectivement la forme que prennent ces cartes. C'est ça, 108. Moi j'ai cru comprendre qu'il y avait des cartes que majoritairement, on avait des cartes qui décrivaient des activités, je vais rester juste sur l'expression activité, qui n'étaient pas digitales. Et un tiers digital, un tiers non digital. Est-ce que je me trompe ? Ou alors c'est une information que j'ai un peu mal interprétée et c'est pas un jugement en soi non plus. Non, en fait, je pense que l'un des intérêts de ces cartes, c'est justement de ne pas se poser ce genre de questions. C'est un peu là où je voulais en venir, justement. Est-ce qu'il faut qu'on soit, comme je le suis moi, un peu formaté, c'est-à-dire de raisonner
tu as présentiel, distanciel, présentiel, être dans ce ping-pong, ou est-ce que finalement ça n'a aucun sens parce que les cartes invitent à réfléchir et à travailler peut-être avec d'autres visées et avec une ouverture d'esprit qui serait un petit peu plus large que ce que l'on connaît couramment, sinon à quoi bon finalement ? Oui, si on écoute les auteurs, concepteurs polonais de leur intention par rapport à la notion de digital, effectivement, il y a un ensemble de cartes qui sont digitales, mais justement dans l'idée d'élargir la notion de digital au-delà du module e-learning qui était la représentation initiale. Il y a derrière les cartes, en fait, on a des méthodes, des objets pédagogiques, des outils, des supports, toute une typologie en fait de ressources qui permettent de créer ou d'imaginer des situations d'apprentissage en fait. Et donc les cartes, moi je les présente comme un support à la créativité dans l'imagination d'une situation d'apprentissage, d'une activité d'apprentissage, avec des supports, des médias et autres. Donc c'est pas limité à la notion de méthode pédagogique, c'est bien au-delà. Hein. Oui. Et par rapport au digital, pour revenir sur ta question aussi, c'est aussi des outils avec lesquels finalement on peut amener les gens à concevoir des dispositifs sans se poser cette question-là en fait. Et l'expérience que j'ai moi quand même de l'usage de ce jeu depuis plusieurs dizaines de mois maintenant, c'est que les gens finalement conçoivent toujours des formations mixtes en fait, mais ils ne se posent pas la question, ça n'est pas un préalable en fait, c'est quelque chose auquel ils arrivent naturellement. Et d'ailleurs le fait que ce soit digital ou pas n'est pas un critère sur la carte en fait, il y a tout un tas d'indications sur la carte qui caractérisent l'objet, mais jamais le fait que ce soit digital ou pas est indiqué comme étant un critère en fait, de manière à ce que ce ne soit pas un critère de tri par exemple initial, et que ce soit plutôt la logique pédagogique et la logique de l'objectif qui soit poursuivie par le groupe, et pas la logique d'un pourcentage par exemple de digital qu'il faudrait mettre dans telle ou telle formation. On peut l'introduire après dans son scénario si on veut, mais ça n'est pas induit en tous les cas par la forme des cartes. D'accord. Qui est-ce qu'on fait jouer au Learning Battle Cards ? Alors, chacun a sa représentation. Moi, dans l'idéal, ma représentation, c'est de faire jouer l'ensemble des parties prenantes à un projet de formation. Et le plus tôt possible. Avant même d'avoir défini complètement le projet. Au contraire, c'est l'opportunité d'aligner très vite les planètes des représentations qu'ont les différents acteurs parties prenantes au projet, du commanditaire au public cible final, de ce qu'on essaie de construire ensemble pour répondre à un besoin qui aurait été travaillé ensemble. Tu es d'accord avec ça ? C'est une situation idéale, c'est des choses que tu as déjà observées dans justement les sessions que tu as pu animer ? Oui, bien sûr. En fait si on veut qu'une session fonctionne bien, il faut vraiment qu'il y ait une diversité de public à l'intérieur du groupe qui soit maximum. Il faut vraiment que toutes les parties prenantes, comme le disait Christian, soient présentes dans la mesure où on peut, évidemment. Mais si vous avez des représentants des apprenants, si vous avez leur manager, par exemple, si on fait une formation dans une entreprise, si on a le responsable de la plateforme, si une partie digitale, si on a le commanditaire, bien sûr, l'expert du contenu, le concepteur pédagogique, etc. Toutes les parties prenantes, les gestionnaires de formation aussi, on les oublie souvent, mais il va falloir la gérer quand même, cette formation mixte, en fait, avec tout ce que ça implique en termes de convocation, de logistique, etc. Si on a tous ces gens-là autour de la table, on a beaucoup plus de chances de faire une formation qui soit soutenable, qui soit réaliste, en fait, du point de vue de la mise en œuvre, de la diffusion. Et puis, on a aussi une diversité de points de vue qui est assez intéressante, parce que ce que l'on constate quand même souvent dans les réunions de conception, c'est que l'expert du contenu prend facilement le leadership, évidemment, puisque c'est le seul à savoir finalement de quoi parle la formation, entre guillemets. Et donc, du coup, il est très, très vivant, il va pousser sa prérogative finalement très loin, parce qu'à un moment donné, il veut que les choses aillent dans ce sens-là. Et le risque, c'est que l'expert soit très orienté contenu, alors que justement, si je comprends bien, en fait, les cartes visent à donner un corpus commun à l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire que tout le monde comprenne de quoi on parle, que l'on puisse, pour avoir vu les cartes, c'est déjà identifier la somme des activités qui sont présentes,
en termes de nature de l'activité. C'est par exemple la description via le nuage de tags que l'on va trouver donc sur l'un des côtés des cartes. Ensuite, comme tu l'as dit tout à l'heure, Sylvain, il y a le niveau de difficulté à créer cette activité pour le formateur, le niveau, je crois, aussi d'appréhension pour l'apprenant. On a véritablement tout. C'est un guide, un espèce de dictionnaire de la constitution d'un programme de formation et qui est à destination de tous. C'est que ça se veut presque, pour ainsi dire, sans excès, ça se veut grand public. Donc ça vise, si je comprends bien, quelque part à mettre tout le monde sur un pied d'égalité et à faire en sorte que chacun quand même puisse faire valoir sa position. On a cité l'expert, avec l'importance qu'il consacre au thème, donc au contenu, mais que justement un équilibre se construise. Est-ce que c'est équilibre la bonne manière de se dire que c'est aussi une des formes de résultats que ça produit? Enfin, probablement un petit peu. Oui, sans doute. Ça se vit pas dans la séance comme une notion d'équilibre, en fait. C'est ce à quoi on arrive, forcément, parce qu'il y a une position stable, donc elle est équilibrée. Mais en réalité, quand on joue, on est plus dans la somme des contributions, en fait, des différentes parties prenantes. Et ensuite, suite à ces contributions initiales, il y a une phase de négociation, en fait, qui va s'opérer à l'intérieur du groupe. Et cette négociation, elle va s'opérer sur l'expérience de l'apprenant. Elle ne va pas s'opérer sur, je sais pas quoi, est-ce qu'il faut parler de ceci ou de cela, sur le niveau de finesse de, je sais pas quoi, du contenu, etc. Elle va s'opérer sur, est-ce que ça a du sens, en fait, pour atteindre les objectifs qui sont ceux de notre formation, d'organiser, en fait, le parcours de l'apprenant, en fait, de cette manière-là. Et du coup, ce sont des discussions qui sont extrêmement riches et sur lesquelles toutes les parties prenantes ont quelque chose à dire, en réalité. Parce que le seul qui pourrait être un peu expert de cela, ce serait l'ingénieur pédagogique, finalement, celui qui va concevoir. Mais lui, dans une séance, il a plutôt un rôle de facilitateur qu'un rôle lui, il ne contribue pas, justement. Il fait contribuer les gens. Et donc du coup, il n'y a que des gens qui ne seraient, a priori, pas légitimes, finalement, dans le groupe. En tout cas, pas légitimes par rapport à l'opération qu'ils sont en train de réaliser. Et c'est justement ça qui les rend légitimes, parce qu'ils sont drivés, en fait, et qu'ils arrivent à produire un résultat qu'un concepteur n'aurait pas pu produire tout seul, en fait. À la fois, effectivement, on a la structure, donc là, on a la partie carte que tu as décrite, qui donne une grande quantité d'informations et de critères objectifs pour, le moment venu, peut-être arbitrer entre différentes modalités ou différentes situations d'apprentissage. Dans celle qu'on a évoquée au début, le caractère synchrone ou asynchrone de l'activité qui peut avoir du sens sur des dispositifs blended, et donc la négociation à la fois du sens de l'activité et de sa place dans le dispositif du moment. Et puis la partie basse qu'on a évoquée tout à l'heure, les cartes, c'est une aide à la créativité, et puis une structure parmi d'autres proposée, basée sur la méthode Canvas, qui en fait permet d'avoir une vision globale d'un processus de formation, de l'analyse des besoins à l'évaluation. Et là encore, on va négocier, tu disais, avec un vocabulaire grand public, et la traduction de ce point de vue-là est excellente. On va négocier en fait le sens des regroupements dans des fenêtres de design, comme ils appellent en Pologne, de ce qu'on fait avant, pendant et après la formation, avec une vision globale, totale. Et le résultat final, ça fait partie des choses, va être communicable et aura été effectivement produit collectivement, négocié en temps réel, et va pouvoir être communiqué vers l'extérieur avec un certain niveau de consensus qu'on n'obtiendrait pas effectivement si on laissait un concepteur travailler tout seul. Oui, ça c'est vraiment un point important pour moi, c'est que c'est pas le projet du concepteur qu'on fait valider au groupe, c'est le projet du groupe, en fait. Et c'est leur projet, c'est très clairement leur projet. Et d'ailleurs, moi je m'amuse à la fin, quand les gens ont terminé d'organiser les choses, je m'amuse à leur dire vous allez nous le présenter, notamment quand il y a plusieurs équipes par exemple qui jouent, chacun doit le présenter aux autres, et je ne nomme jamais de rapporteur, et quand les gens hésitent, j'en prends un au hasard comme ça. Et ce qui est assez rigolo, c'est de voir que quand les gens présentent leur travail, il n'y a pas d'objection.
des autres participants. Il y a parfois des ajouts, des gens qui vont intervenir pour amener une précision supplémentaire, des petites choses. Mais voilà. Et la deuxième chose qui est frappante quand ils font la restitution, c'est que ils sont capables de le faire en moins de 3 minutes. Je donne aucune indication de temps et les gens mettent moins de 3 minutes pour décrire l'intégralité de leur dispositif. C'est quand même rare. Et ils décrivent l'expérience de l'utilisateur. En fait, ils décrivent pas, ils décrivent ce qui va se passer. Ils décrivent comme s'ils étaient finalement l'apprenant, en disant d'abord il va se passer ça, puis ensuite ça, et voilà pourquoi. Et ils argumentent sur pourquoi ils ont mis ça à cet endroit-là, pourquoi ils ont choisi telle ou telle activité plutôt qu'une autre. Et ils font toujours ça en regard des objectifs, en regard du contexte de l'apprenant. On le fait travailler beaucoup en amont sur qui est l'apprenant, pourquoi, c'est quoi ses craintes, c'est quoi ses freins, quels sont les leviers de motivation sur lesquels on peut jouer, etc. Et à partir de toute cette matière-là, en fait, ils essayent de faire quelque chose qui soit cohérent, en fait. D'accord. C'est là qu'interviennent des instruments de travail que l'on voit quand on va sur le site des Learning Battle Cards, que ce soit le site des éditeurs premiers. Je ne sais pas si c'est un .com ou un .pl, puisqu'ils sont polonais, comme tu dis, mais le site Learning Battle Cards, toutattaché.fr, ça, c'est le site justement de la version française. Oui. On y voit effectivement les cartes. On peut jouer avec un ou plusieurs jeux, si j'ai bien compris, mais on y voit aussi des instruments de travail. Tu as cité à l'instant ce que l'on appelle un peu plus communément des frameworks, Christian. Et pour rebondir sur ta dernière remarque, justement, s'interroger sur l'apprenant, sur ce qu'il peut ressentir, percevoir, etc. Il m'a semblé voir une photographie de votre session de travail de mardi matin qui était la carte d'empathie. Oui, tout à fait. On utilise beaucoup de ce genre justement d'instruments, soit d'animation, soit typiquement de framework pur, que l'on ne trouvera pas seulement quand on utilise les Learning Battle Cards. La méthode Canvas, elle s'applique à bien d'autres choses. Et donc on va, pour des moments clés effectivement du processus d'analyse du contexte du projet, utiliser la carte d'empathie lorsqu'on travaille sur le public cible. En amont du travail avec les cartes, on a fait un petit exercice de découverte de la structure d'une carte pour ne pas être dans de l'exposé, mais faire créer une carte qui n'existait pas dans le paquet. Ça, c'est en fait d'une manière douce, faire découvrir en fait le potentiel de la carte comme support d'information. Donc on a une petite stratégie qui permet en fait de présenter les outils de manière active du point de vue de l'apprenant. Et ensuite, effectivement, à chaque moment, on peut associer des outils spécifiques. Et je sais que Sylvain le fait dans toutes ses formations. Moi, j'ai expérimenté en fait de modèles d'ateliers. C'est une combinaison en fait de la manière dont Sylvain anime ses ateliers et la manière dont moi je les ai construits au fil du temps, après avoir expérimenté différents types d'activités permettant d'aboutir à la phase où on travaille sur un cas pratique, un cas concret d'initiation. Et à chaque fois, j'utilisais dans certains cas la taxonomie de Bloom, dans d'autres cas des différents outils qui me permettaient de resituer en fait un certain nombre des éléments qui étaient des prérequis finalement pour manipuler les cartes sans y penser, sans penser aux distinctions digitales, pas digitales, etc. Et à ce point, j'ai une anecdote concernant un des usages des cartes recommandées par un consultant allemand qui avait vraiment été emballé par la session. Il me disait moi, les cartes, j'interdirais qu'on utilise ce côté-là. Lequel de côté ? Le côté qui avait le plus d'informations sur les différents critères. Il voulait conserver uniquement le côté, on avait le nuage de mots, l'icône et le truc. La représentation de l'activité, c'est-à-dire sans tout ce qui peut faire qu'on triche un peu, tricher entre guillemets. En fait, je trouvais ça très astucieux parce que quand est-ce qu'on aura envie de tricher, c'est quand on ne sait vraiment pas comment on va distinguer les activités. Donc on va la retourner, on va regarder. Mais le fait d'avoir interdit, c'était une très bonne idée. Et dans les faits, je ne sais pas quelles sont tes observations, mais moi, en Allemagne, 80% des cas, ils ne regardaient qu'un côté des cartes. Oui. Alors ça va dépendre, parce qu'en fait,
Ça dépend comment fonctionnent les gens en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés ou de savoir s'ils utilisent la bonne carte. Alors ça les angoisse souvent. Alors je leur dis, mais peu importe, si vous, derrière ce mot-là, vous mettez ce sens-là, et que c'est d'accord que tout le monde est d'accord au niveau du groupe, c'est pas grave que ce soit pas le bon mot, que ce soit pas la bonne carte, en fait. Ce qui est important, c'est que vous discutiez de la manière dont ça va se passer et que ce soit partagé par l'ensemble. Après, si c'est pas le bon objet, c'est pas le bon objet. Après, le côté plus complet de la carte, c'est plutôt pour faire des arbitrages, à mon avis, qu'il est intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si par exemple j'ai peu de ressources de formateurs ou de tuteurs et que je n'ai choisi que des activités qui sont extrêmement consommatrices de formateurs, forcément, je vais avoir un problème de cohérence budgétaire, hein, tout simplement. Enfin voilà, de moyens. Et donc du coup, je vais devoir substituer certaines activités que j'ai choisies par d'autres qui sont par exemple moins consommatrices. Mais je vais être obligé de le refaire dans le cadre de l'équilibre. Parce que comme je remplace une carte sur l'ensemble de ma matrice, je vois bien ce que je retire, je vois bien où je remets la nouvelle et je vois bien comment elle se positionne par rapport au reste. Et là se pose la question effectivement de l'équilibre. Comme tu parlais d'équilibre tout à l'heure, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que ça tient toujours debout ? Est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose qui est indispensable, etc. Et ça, c'est important. Et peut-être pour revenir aussi sur ta question initiale, c'était peut-être insister sur l'importance de la préparation d'un atelier comme celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu de cartes, on n'arrive pas comme ça en disant tiens, on ne sait pas quoi faire pour concevoir, on va sortir le jeu de cartes et puis allons-y, youpi. Ça ne marche pas comme ça en fait. Il faut vraiment faire une analyse en préalable en fait, de où en est le projet. En fait. Et celui qui va organiser la session, il va choisir des activités par exemple préalables comme la carte d'empathie ou un travail par exemple sur les objectifs pédagogiques ou un travail sur l'évaluation, des choses comme ça. Ça, il va devoir le faire si ça n'a pas été fait. Parce qu'il faut quand même pour démarrer, avant de concevoir, qu'on sache exactement ce qu'on cherche, qu'on sache exactement à qui on s'adresse, etc. C'est comme des préalables en fait. Et donc soit ce travail il a été fait avant et on n'a pas besoin de le faire en séance, soit il n'a pas été fait avant. Et dans ces cas-là, on va inclure des outils complémentaires qu'on va mettre plutôt d'ailleurs en début de séance, très souvent, de manière à pouvoir préparer les gens à travailler dans le bon angle. Parce que sinon, on va concevoir quelque chose hors sol. Et si on conçoit quelque chose hors sol, on a bien joué avec les cartes, c'est sûr, mais on a perdu une grande partie du bénéfice de la séance. On a aussi une série d'outils qu'on peut imaginer après avoir utilisé les cartes, puisqu'il faudra bien délivrer quelque chose quand même à l'issue de la séance. Le fait d'avoir positionné les cartes sur une grande matrice, par exemple une canvas, là, ça permet effectivement d'avoir une représentation visuelle. Mais après, pour concevoir, il faudra quelque chose de plus structuré, de plus détaillé aussi. Et là, on rendra la main souvent au concepteur pédagogique qui, lui, va produire une synthèse finalement de ses travaux à partir de ce qui a été produit par le groupe et qui représentera une progression pédagogique, grosso modo, ou une trame générale du dispositif suivant la maille à laquelle on travaille. En fait. D'accord. Deux mots. Je ne suis pas hors sujet, mais 2 mots justement sur ce framework Canvas. Ça ressemble à quoi ? Parce que j'imagine que certaines et certains ne savent pas fondamentalement ce que ça peut être. Une petite description succincte. Juste dans la représentation de l'objet qui est vendu par les Polonais. Parce que c'est vendu, c'est pour ça aussi que je m'attarde dessus. C'est vendu en kit de 50 ou 10, je crois que c'est 50. En fait, c'est très simple, c'est des rectangles. Tu as 2 rectangles qui représentent la partie préparation du projet. Analyse, ouais. Donc, analyse et ce qui a été traduit par stratégie. Je te laisserai développer le contenu de ce que tu mets, ce qu'on met derrière stratégie. Une partie centrale, c'est le pendant, la distribution de l'action de formation, qui a été découpée de manière simple en savoir, savoir-faire, savoir-être. Et puis, il y a le après, appelé conclusion, qui est découpé en 2 colonnes. Une colonne implémentation et une colonne évaluation. Et donc, tout l'art de construction du dispositif sera de remplir les colonnes avec les bonnes activités, les bons objets, connecter les objets entre eux, entre colonnes et proposer un parcours de formation. Et l'idée de la représentation globale, c'est effectivement de rendre visible à la fin de la séance tout ce processus en montrant les cohérences entre la partie basse, donc les 7 fenêtres, le canevas, et la partie haute qui est
la description du contexte sur lequel on a travaillé en début de séance en général, de manière un peu approfondie sur dimension publique, dimension besoin, voilà, critères KPIs, Key Performance Indicators. Et donc c'est ça qu'on va pouvoir montrer à la fin. D'accord. Sylvain, c'est ce qui finalement est le résultat final d'une séance, ce que l'on va retrouver disposé sur justement ce framework et avec les autres instruments de travail. Par exemple, on a cité tout à l'heure la carte d'empathie qui graviterait autour justement de ce framework. Tout à fait. On peut aller après un petit peu plus loin. Alors, en fait, peut-être juste pour un peu pour l'historique aussi, c'est-à-dire que moi, ça fait longtemps que je fais de la conception, même très longtemps maintenant, et de formation hybride, on va dire. Et donc, la difficulté qu'on a dans les réunions de conception, c'est d'être capable de construire une représentation commune. En fait, ça, c'est une vraie difficulté. Et dans les autres, quand on prend le design thinking, quand on prend l'UX design, etc., on arrive toujours à un moment donné à une notion de prototypage. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à dessiner finalement ce qu'on voit ou à le construire en 3D, etc. Sauf que nous, en formation, on ne sait pas à quoi ça ressemble, la formation. En fait, comment on la représente, en fait, comment on représente les activités pédagogiques, comment on représente ce qui se passe finalement dans la formation. Et donc, il manquait toujours ça. Il y avait une espèce de chaînon manquant, là, en fait. C'est-à-dire qu'on arrivait bien jusqu'à, on a mis les principes, on sait que ça s'adresse, on connaît les objectifs, tout ça. Puis après, il y avait une énorme marche, en fait, à monter en disant, maintenant, voilà ce qu'on va faire, voilà à quoi va ressembler la formation. Et là, l'idée des cartes, c'était à la fois de le faire de manière collaborative et collective, mais en plus, d'être capable de fournir une représentation qui soit compréhensible et commune en fait, et qui soit négociée parce qu'on voit toujours tout en fait. L'intérêt de ces canvas comme ça, qu'on utilise celui qui est vendu par les Polonais ou d'autres, parce que nous sur la communauté des utilisateurs par exemple, on en propose d'autres et on dit aux gens, si vous avez utilisé d'autres maps parce que vous avez décidé sur un paperboard une autre manière de jouer avec les cartes, eh bien partagez-le, expliquez quels sont vos scénarios, pourquoi vous avez fait ça, dans quel type de contexte, etc. Et on peut imaginer tout un tas de choses comme ça. Et on est vraiment sur une notion de prototypage en fait. Et moi j'ai découvert ces cartes aux États-Unis par hasard. Je pensais qu'elles étaient américaines d'ailleurs au début, avant de découvrir qu'elles étaient polonaises. Et les gens, quand on parlait d'outils de conception, ils disaient nous on utilise Word en fait pour faire de la conception. Et donc il manquait toujours ce petit outil qui permettait de se représenter en fait la formation telle qu'elle pourrait être sous forme physique finalement en fait. C'est le prototypage, c'est rendre visible quand même les choses en fait, le plus possible. Et puis après une fois qu'on a ça, on repasse sur des modes de description qui peuvent être plus traditionnels. Ça c'est pas forcément gênant. Je reviens juste un tout petit instant sur ce que tu disais par rapport à la communauté qui peut continuer d'alimenter avec ses découvertes, avec justement ce qui a pu être expérimenté. Puis ça me fait me souvenir, Christian, que quand on s'est vu et que tu as animé chez nous, chez Spidernet, une petite séance d'une demi-journée, tu as commencé, tu l'as dit tout à l'heure, par nous faire imaginer une carte telle que nous, en tout cas, on imaginerait qu'elle puisse ne pas exister dans le jeu. Ça veut dire finalement que le dispositif est ouvert, que ce soit du côté des frameworks ou du côté des cartes. Absolument. Ça, c'est pas fermé. Absolument. J'ai une manière, quand on me demande de résumer, je dis c'est une méthode de conception de formation collaborative. Ça simplifie le truc, ça. Je ne sais pas, mais moi, effectivement, on me dit que je m'exprime pas toujours de manière simple. Je ne sais plus qui a dit un jour, si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Gentiment. Méthode. Au-dessus des méthodes. De conception collaborative. Donc ensuite, effectivement, elle est totalement ouverte, mais comme un jeu de cartes est totalement ouvert, tu connais les jeux de 32 cartes ou 52, tu joues des quantités de jeux avec les mêmes cartes. Eh bien, là, c'est la même chose. À la fois, on peut jouer sur les cartes et on peut jouer sur le terrain de jeu, modifier le terrain de jeu et les règles du jeu sur le terrain de jeu, lui donner une autre forme que celui de la forme standard du terrain de foot et on peut, si on a des méthodes de conception, et j'aime bien le rapprochement avec le design thinking, la fabrication d'un prototype physique visuel, c'est bien donné à voir la chose finale telle qu'on se la représente.
Parfaitement. C'est j'ai en quelques interrogations encore sur justement l'exploitation des cartes. On a bien décrit ce que c'était et ce que cela devait nous permettre d'obtenir. Mais on a décrit uniquement leur exploitation à partir du temps T0. Je force un peu le trait, presque caricature, mais volontairement. C'est-à-dire en se disant qu'on va commencer à les exploiter dès lors que naît le projet de formation. Est-ce que c'est le seul moment où on peut exploiter les cartes, c'est-à-dire quand on a un projet de formation naissant, ou bien ça peut arriver, on peut les exploiter en d'autres temps? Oui, on peut faire d'autres choses avec. Par exemple, on peut travailler en amont sur la structuration d'un cahier des charges, par exemple, en fait, ou affiner une expression de besoin, par exemple, donc dans des phases très amont. Là, actuellement, je suis en train de travailler sur un projet où on va imaginer des typologies, en fait, de séquences pédagogiques. C'est-à-dire qu'on va les utiliser pour faire des séquences types, une douzaine de séquences types, par rapport à une problématique d'usage, par exemple, de formation sur étagère. Très souvent, les formations sur étagère en ligne sont peu utilisées parce qu'on laisse toute l'ingénierie finalement à celui qui se forme. En fait, on lui propose juste des ressources. Et même si elles sont bien triées, même si elles sont bien organisées, ça fait toujours pas de la formation. Et donc l'idée, c'est de dire comment on pourrait imaginer des modèles en fait, d'activités qui exploitent. Donc là, on a une donnée fixe on doit utiliser le catalogue de ressources auquel on est abonné, Cross Knowledge, Skillsoft ou autre. Et comment on peut construire des séquences en fait, qui exploitent au mieux donc ces ressources dans un contexte réellement d'apprentissage pour celui qui va les utiliser. Et donc là, on est sur quelque chose de générique. On n'a même pas un projet en particulier. En fait, on va juste essayer d'identifier des axes en fait, d'usage de formation. Donc, et ça c'est pas moi qui ai inventé ça. En fait, c'est quand on travaille avec les gens avec les cartes, ils disent mais est-ce qu'on pourrait les utiliser pour faire aussi ça, aussi ça? Je dis on va essayer, on verra bien. A priori, il n'y a pas de raison. En fait, et je pense que c'est à force de, enfin, c'est comme les cartes à jouer que tu évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que il y a des gens, ils ont joué aux cartes, puis après il y a un gars qui s'est dit mais on pourrait faire des châteaux avec, en fait, en les mettant comme ça les unes à côté des autres. Le gars qui a inventé les jeux de cartes, c'était pas pour faire des châteaux. N'empêche qu'il y a plein de gens qui font des châteaux de cartes, c'est rigolo, etc. Donc, on peut jouer seul ou on peut jouer en groupe, on peut jouer. Enfin, il y a des tas d'usages. La métaphore que tu disais tout à l'heure, elle m'a fait. Enfin, je voulais rebondir là-dessus. Tu parlais d'un dictionnaire, et en fait, je pense que effectivement, les cartes, c'est comme une espèce de dictionnaire sous forme de cartes à jouer. Le job, c'est de concevoir des phrases, finalement, en assemblant ces différents mots les uns avec les autres. Et puis, c'est un dictionnaire ouvert. C'est-à-dire que s'il manque des mots, la grammaire. Voilà. Et puis je peux écrire les mots que... Enfin, s'il n'y a pas les mots que je veux, j'invente d'autres mots. Puis voilà. Donc, Et je vais continuer sur la notion de dictionnaire, en fait. Un usage individuel pour des juniors, découvrir au travers des cartes la galaxie des termes, et rentrer par le mot, par le nom de la carte, dans une recherche personnelle. Type WebQuest, on va aller chercher des ressources et on va avoir un premier niveau d'information qui va dépasser le niveau d'information qu'on a dans le nuage de mots, et on va se faire une idée, une représentation de ce qu'est. Donc un concepteur junior, un étudiant en phase de reconversion pour devenir ingénieur pédagogique, il peut utiliser le jeu de cartes comme un point d'entrée dans la connaissance du panorama des méthodes et outils, supports qu'il aura ou pas à utiliser dans la conception de dispositifs blended. Donc il y a 1000 usages possibles. En usage collectif, moi je vois plus quand même au début des projets, de manière générale. Dans des sens de créativité, par exemple, moi j'ai déjà fait ça. On dit ok, on prend des sujets, je fais écrire des situations sur des post-it aux gens, on colle les post-it à l'envers, en fait, sur le mur. Et puis après, je dis aux gens, vous allez tirer un post-it et vous tirez une carte au hasard. Et vous devez relier les deux, en fait. Et en fait, on fait ça sur des séances de stimulation, comme ça, en début de séance de conception, pour dire aux gens, voilà, vous allez devoir résoudre ce problème de formation avec le SMS, parce que vous avez tiré le SMS comme carte. Et bien, comment vous faites alors, des fois, les gens, ils ont du mal à tout ça. Alors, je dis, vous avez le droit à tirer... vous avez le droit de changer. Vous avez le droit... 10
10 secondes. Vous avez le droit de changer. Vous pouvez soit tirer un autre post-it, soit tirer une autre carte. Mais vous avez le droit qu'à un seul changement, en fait. Ouais. Donc, si jamais... Donc tu prends le risque en fait de changer le mot ou de changer voilà. la carte. Alors du coup, ça les angoisse, je crois, encore plus. Et donc souvent, ils ne le font pas. Et donc, et je dis, voilà, réfléchissez en fait à la situation dans laquelle vous pourriez... Et pour des gens, par exemple, qui s'intéressent à la digitalisation de la formation ou qui ne savent pas comment faire, si j'élimine dans le jeu de cartes toutes les cartes qui ne seraient pas digitales et que je joue qu'avec la partie digitale, par exemple, je peux challenger les gens en fait uniquement comme ça. Et là, on va faire uniquement de la créativité, vraiment essayer de sortir de la boîte, essayer de dire, et maintenant si, c'est comme quand on dit, et s'ils étaient sourds les gens, maintenant comment on ferait? Et s'ils étaient, je sais pas quoi, enfermés sous l'eau, dans une cage sous l'eau en fait, comment on fait pour former les gens, etc. Et ça oblige à aller chercher des solutions différentes. Et là, les cartes peuvent être un support de ça. Donc, je dirais que c'est totalement ouvert en fait. On peut imaginer ce qu'on veut en fait. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de l'intelligence dans la préparation, dans ce que l'on veut faire, dans l'objectif qu'on cherche à poursuivre. Il faut essayer de faire des ateliers qui soient vraiment bien construits de manière à ce qu'on n'embarque pas les gens dans un truc un peu aventureux qui sortirait des idées qui servent à rien, mais qu'on ait vraiment quelque chose qui dise ok, on ouvre au début, mais après on a un système qui va permettre de refermer et qui va permettre de se recentrer sur l'objectif. Mais grâce à ce système d'ouverture, comme dans le design thinking, j'ai pu manipuler beaucoup plus d'objets, d'idées en fait que si j'étais parti direct, et donc du coup j'ai des chances d'avoir trouvé des choses soit plus novatrices, soit plus efficaces, soit en fonction de ce que je cherche à faire en fait. Ouais, tu as formulé des idées, puis tu as fini par justement faire une sélection, un tri ou une hiérarchie. Et elle se fait par le groupe, donc elle est négociée en fait. Donc c'est la meilleure, c'est celle qui est apparue comme étant la meilleure ou celles qui sont apparues comme étant les meilleures pour le groupe qui s'est constitué. Et quand on fait jouer deux groupes sur le même sujet en parallèle, c'est assez rigolo, parce que je fais ça dans les entreprises. Parfois, il y a 15 ou 20 personnes qui vont jouer, il y a une seule formation à concevoir, eh bien, on va les faire jouer jusqu'à un certain temps. Après, chacun présente son travail. Et après, je dis, ouais, mais il n'y a qu'une seule formation à concevoir. Donc maintenant, mettez-vous d'accord, en fait. On doit en produire une. Et là, les gens vont assez vite. Il faut 15 à 20 minutes pour qu'ils arrivent en fait à faire une solution commune. Parce qu'il y a eu tellement de réflexions et ils savent tellement pourquoi ils ont fait ça que même dans leur communication entre eux, alors qu'ils ne sont pas travaillés ensemble, en fait, c'est extrêmement simple finalement de comprendre la logique globale. Et donc, du coup, on fait des assemblages qui sont plus intelligent, on va dire ça comme ça, enfin en tous les cas plus maîtrisé, plus réfléchi, voilà. Donc sachant qu'il n'y a pas de bonne manière de passer, il faut trouver, il n'y a pas de meilleure manière de passer, il y a des bonnes manières de passer, mais il n'y a pas de meilleure manière de passer, donc il faut choisir celle qui convient au groupe, celle avec laquelle il se sent à l'aise, celle qu'il avait envie de promouvoir, tout simplement. Oui, j'avais envie de rebondir sur l'importance du travail amont de préparation de l'atelier et du travail collaboratif sur la partie contexte. Il faut, en fait, et là je pense qu'il y a des petites différences culturelles entre l'Allemagne et la France. En France, on arrivera à faire travailler sur des contextes un peu fous si on est dans une phase de formation. Et ça ne sera pas du tout accepté en Allemagne. C'est-à-dire qu'il faut que le contexte soit réaliste. Si on propose un contexte pas imaginable, ça va être rejeté brutalement. D'accord. Donc, c'est une question culturelle, simplement. Là, oui, clairement, dans la manière de percevoir. Mais tout le travail amont de préparation du contexte, des éléments de contexte est important. Et savoir ce qu'on veut faire, effectivement, ensemble. Je crois qu'on a bien décrit finalement ce qu'étaient les cartes, ce qu'on peut en obtenir. On arrive tout doucement vers la durée qu'on s'était plus ou moins impartie. Moi, il y a encore une question que je me pose. On est tous autour de la table, des personnes qui pratiquons ce métier depuis quelques décennies, pratiquement. Et on sait à quel point il est difficile de faire accepter des activités pour lesquelles on peut avoir des personnes qui soit n'ont pas fondamentalement le temps de se rendre disponibles, soit qui n'ont pas trop envie de se rendre disponibles. Et si elles n'ont pas trop envie, c'est souvent parce qu'elles considèrent que ça peut être un peu une perte de temps. J'aime bien l'expression sans pour autant trop appuyer dessus de perte de temps. J'ai envie de dire quelque part qu'avoir recours aussi aux cartes, c'est accepter de perdre ce temps, de le prendre. Il n'est pas perdu. Mais de prendre tout ce temps justement en amont des projets, puisque c'est aussi peut-être là que s'expriment peut-être le mieux les cartes,
pour garantir la réussite des projets. Parce que, comme vous, je fais partie des traumatisés qui reçoivent des projets le 13 juillet et à rendre le 1er septembre. Oui, ça pose... C'est le même problème que les gens... qu'ont les gens qui travaillent sur des méthodes agiles, en fait. La question, c'est de savoir de quoi on part et où commence réellement le projet. Voilà. C'est sûr que plus on démarre tôt, c'est-à-dire finalement moins on a de description en termes de moyens dans l'expression de besoin, plus la méthode sera efficace. C'est-à-dire que finalement, un bon brief, c'est largement suffisant. Et après, on va commencer à construire, on va co-construire. Les cartes sont plus efficaces si on les utilise comme ça. Ce n'est pas le seul cas d'utilisation, on a cité plein d'exemples tout à l'heure, mais c'est sûr que si on le prend en démarrage de projet, il vaut mieux faire ça. Après, la deuxième chose dans laquelle on bute, effectivement, c'est de réussir à convaincre l'organisation de faire une réunion, j'allais dire chère, parce que c'est une réunion à 10 personnes, et puis il me faut en même temps l'expert du contenu, le commanditaire responsable le big manager, des gens qui vont être formés, etc. Et donc la difficulté, c'est de trouver une date commune à tout ce monde-là. C'est toujours difficile, c'est même de plus en plus difficile, on le sait tous. Donc il nous faut quand même un sponsor, on va dire, puissant, qui permette de mettre le poids, en fait, pour que la réunion ait lieu, en fait. Si on nous laisse démarrer la réunion, on peut garantir que ce sera bien à la fin et que les gens se diront on n'a pas perdu notre temps. C'est le challenge quand même. Et c'est pour ça qu'il faut bien préparer. Mais on n'a pas beaucoup de poids, c'est vrai, sur le fait de convaincre les gens de l'organiser. Et ça reste un des freins principaux, en fait. Ça c'est clair. Donc il faut continuer, mais je pense que là, il faut aller voir les gens qui font ça dans d'autres domaines, qui l'ont fait bien avant les gens de la formation. Je parlais des méthodes agiles tout à l'heure, où l'implication des parties prenantes est extrêmement forte, et comment on fait pour garantir l'implication des parties prenantes quand on fait de l'agilité. Voilà, donc les gens ont déjà travaillé sur ces questions-là. Il faut pas inventer l'eau chaude, il faut aller voir, il faut s'inspirer, mais il faut mettre le même niveau le même niveau de conviction en tous les cas pour les emmener. Ça c'est un vrai challenge au départ. Et j'ai vraiment, moi aussi, la conviction, ce n'est pas une perte de temps, mais la difficulté, effectivement, de convaincre le client d'investir ce temps au début du projet. Et j'ai la conviction que si on obtient du client 1, 2 jours, 3 jours au début du projet, on peut réduire, en fait, la durée globale du projet de manière significative. Donc, tout l'obstacle à franchir, c'est convaincre le client d'investir ce temps là, cette réunion chère au début du projet. J'aime bien ce que tu viens de dire, Christian. C'est un investissement. Pour moi, en tout cas, ça sera un peu le mot de la fin. Sylvain, une petite conclusion, un truc à ajouter ? Moi, ce que je vois quand même, je prends beaucoup de photos pendant les séances, et on a fait un petit film sur la séance qu'on a fait mardi, et ce qui est rigolo, c'est de voir que c'est toutes les mains qu'il y a au-dessus de la table, tous les gens qui sont en train de co-concevoir, parce qu'ils ont les mains en même temps au-dessus de l'objet. Donc ils ne parlent pas les uns après les autres, en fait. Ils sont en train de manipuler, etc. Et puis quand on prend leur visage et qu'on regarde l'expérience de la séance, en fait, c'est une expérience engageante pour les concepteurs. Je me dis que si les gens qui conçoivent, ils conçoivent dans la bonne humeur, en étant debout, engagés, avec des attitudes corporelles qui franchement trahissent leur niveau d'engagement et de plaisir dans le faire, on fera des formations qui risquent d'être quand même plus engageantes et plus plaisantes aussi pour les gens qui vont les suivre. Enfin, je reste intimement convaincu de ça. Et les cartes, je pense, sont un des outils, en tous les cas, qui va dans ce sens-là. Merci. Pas mieux, Christian. Merci. Oui, j'en suis intimement convaincu. Il y a un an, quand ici sur e-Learning Expo, tu nous présentais la version, en tout cas, je crois, peut-être une des premières versions traduites en français. Enfin, tous ceux qui ont pu assister à cette petite présentation, on a été hyper convaincus. Et puis, pour ceux qui suivent l'aventure, progressivement, au fur et à mesure des partages que vous faites sur les réseaux, Christian, on ne peut pas ne pas rappeler que tu t'es fendu de combien d'articles ? En fait, le défi que je m'étais fixé, c'était 28 articles en 28 jours. Et à la fin, je voulais aller plus vite, donc je les ai faits en 20 jours. 28 articles sur les Learning Battle Cards. Donc, ils décrivent un processus à la fois de découverte des cartes jusqu'à leur mise en œuvre
illustré par 2 scénarios d'utilisation fictifs, mais pertinentes sur le plan pédagogique, j'espère. On retrouvera pour toutes les personnes qui s'y intéressent les références dans les commentaires. Donc on a évoqué tes articles, Christian. Il suffit En de anglais, chercher. oui, vous cherchez, mais vous trouverez sur LinkedIn. Ça se trouve sur LinkedIn, sur le compte de Christian Martin, Sylvain Vacarès sur LinkedIn, Learning Salad, le site de l'entreprise, et learningbattlecards.fr pour justement tout ce qui se réfère aux cartes. Messieurs, moi j'étais super content de prendre ce petit moment pour justement faire un peu le point, en rediscuter parce qu'on en avait déjà un peu discuté, puis j'espère mieux faire découvrir cet instrument de travail que je trouve complètement indispensable. Merci à toi, Nicolas. Merci, Nicolas. À bientôt, merci. Ciao.